Est-ce que vous saviez qu'on a déjà tenté de remplacer les balles de pistolet par des mini-roquettes? On appelle ça les gyrojets. Ça ressemble à des cartouches normales, sauf qu'au lieu d'être projeté par l'explosion à l'intérieur du canon, il y a du carburant dans les balles qui la fait se propulser par elle-même, comme une roquette. Ces pistolets sont super simples à fabriquer. Il y a zéro recul, ça fait presque pas de bruit, alors pourquoi personne ne les utilise? Parce que ça marche pas. Les balles partent de travers, elles sont super lentes à accélérer, on atteint la vitesse de pointe au bout de quelques mètres. Si vous tirez à bout portant, ça ne sera pas létal. Alors c'est quoi l'avantage par rapport aux armes traditionnelles? Y en a pas. C'était ingénieux, mais complètement nul. Des projets du genre, il y en a eu plein. Et parfois, elles finissent sur le champ de bataille, avec des histoires aussi drôles que tragiques. Voici les armes les plus maudites de l'histoire. Nembu 94, le pistolet kamikaze. Saviez-vous que la France a déjà été en guerre contre le Japon, en 1940, en Indochine? Vous êtes un tout jeune soldat, et après une rude bataille, vous arrivez à tenir en joue un officier nippon. Il baisse son arme, ne touche pas la gâchette, mais pourtant, vous êtes touché. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi avait dans les mains un Nembu 94. Ce qui vous a tué n'est pas une ruse, mais un défaut de fabrication. Dans la frénésie de la guerre, le Japon a fait tout vite, trop vite, comme les manufactures d'armes Nembu, réputées catastrophiques. Le type 11, en plus d'être déséquilibré, laissait la poussière et la terre entrer dans son mécanisme. Le type 14 était lourd, pas très puissant et impossible à recharger, à moins de le nettoyer régulièrement. Ça ne l'a pas empêché de devenir le pistolet numéro 1 du Japon. Celui qui va battre tous les records, c'est le type 94. Souvent considéré comme le pire pistolet de l'histoire. C'est censé être une version améliorée du type 14. Plus léger, moins cher. Mais premier problème, c'était un pistolet très complexe. Regardez ce bordel. Vous vous retrouvez avec plein de petites pièces dans les mains qui peuvent tomber par terre. Or, on l'a dit, le Nembu s'encrasse vite. Ils doivent régulièrement être démontés et nettoyés. Imaginez la galère. Malgré ça, l'armée japonaise l'adopte en 1934, en pleine invasion de l'Est de la Chine. Environ 70 000 types 94 vont être fabriqués. Les premiers modèles sont plutôt de bonne qualité. Mais très vite, la guerre oblige à baisser les coûts. On arrête de traiter le métal, on utilise des matériaux moins chers, et avec le bombardement des usines, on finissait par n'utiliser que des morceaux de récup. Les armes devenaient fragiles et s'enrayaient tout le temps. Le plus dangereux, c'était le manche, remplacé par un simple morceau de bois, qui du coup ne maintenait plus le cran de sûreté en place. Et c'est là que ça part en cacahuète. Sur une arme normale, quand vous appuyez sur la détente, le percuteur frappe la balle. Ça déclenche une petite explosion qui enflamme la charge et propulse la balle. Mais sur le Nembu, c'est une barre externe qui enclenche le percuteur. Le cran de sûreté bloque cette barre et empêche l'arme de tirer. Super efficace, sauf que si vous appuyez sur la barre avec vos doigts, ça tire. Et vu que le cran de sûreté était défectueux, un simple choc et... même branché dans son étui, imaginez à quel point c'était dangereux. Pas pour rien qu'on lui a donné le nom de Suicide Pistol. Les soldats japonais auraient profité de ce défaut pour tirer une dernière balle surprise. Quitte à mourir, autant emporter avec soi un soldat ennemi. FP-45 Liberator. Comment aider les peuples sous l'occupation? Pendant la Seconde Guerre mondiale, des millions d'Européens motivés veulent se libérer du joug allemand. Sabotage, rébellion et maquis. Le problème, c'est qu'il manque d'armes. Alors, les États-Unis ont un plan. En larguer des millions, partout. Ainsi, chaque Français pouvait devenir un potentiel tueur de nazis, de quoi affaiblir l'ennemi avant le débarquement. C'est comme ça qu'on a inventé le FP-45 Liberator, probablement le pistolet le moins cher du monde, 2,10$ à produire. La douille, c'est qu'il ne pouvait tirer qu'une seule balle à la fois. Le projet a été proposé en mars 42, 6 mois plus tard, on en avait déjà fabriqué 1 million. La production était tellement optimisée que c'était plus rapide de fabriquer un FP-45 que de le recharger. Mais du coup, vous vous demandez, c'est avec ça que les résistants français se sont défendus? Pas exactement. Tout s'est pas passé comme prévu. Les États-Unis avaient fait venir les FP-45 par bateau jusqu'en Angleterre pour qu'ils soient parachutés en Europe. Ils étaient stockés dans des boîtes étanches avec 10 balles et un manuel dessiné. Sauf qu'après en avoir reçu 500 000, le Royaume-Uni demande à ce qu'on arrête de leur envoyer. Parce qu'ils avaient aucune idée de comment les distribuer. La seule option, c'était des bombardiers qui pouvaient transporter jusqu'à 600 armes à la fois. C'est pas beaucoup, et réquisitionner un bombardier pour lâcher si peu de pistolets, c'est pas très rentable. Ça aurait demandé un énorme investissement sans être sûr du résultat. Ce qui fait qu'aucun FP-45 n'a été parachuté sur le sol français. En fait, presque aucun exemplaire n'a été lâché en Europe. Les États-Unis en ont envoyé quelques-uns en Grèce, mais aucune preuve de leur utilisation. À la place, le Royaume-Uni a attendu la fin de la guerre pour les jeter à l'eau ou les faire fondre. Les USA, eux, les ont stockés pour les utiliser bien plus tard, en Chine, en Inde et aux Philippines. Le problème n'était pas que logistique, il y avait aussi l'arme.
Bien sûr, on pouvait tuer quelqu'un avec ce truc, si on était de dos, à moins d'1 mètre de distance. Oui, le FP45 a assez de puissance pour transpercer un corps, mais si vous ratez votre coup, vous n'avez qu'une seule balle, et c'est terriblement long à recharger. Et croyez-moi, c'était plutôt facile de rater son tir, même à courte portée. Déjà, c'était destiné à des civils, donc pas entraîné au tir. Mais surtout, pour réduire le coût de production, le canon de l'arme était lisse, pas de rayures dans le canon. Ça veut dire que la balle ne tourne pas, donc elle part pas droit. C'était pas des pistolets faits pour durer, on pouvait tirer environ 50 fois, ensuite ça se cassait, ça se dessoudait, ça se pliait. C'était même dangereux de l'utiliser à partir d'un certain moment. Après l'idée était pas si mauvaise, D'ailleurs les USA vont réessayer avec le Deer Gun pendant la guerre du Vietnam. Une version 2.0 du FP45. Mais là aussi c'était pas très utile. La CIA pensait qu'il y aurait eu une guerre clandestine sur place, mais ça n'est jamais arrivé. La rédemption du FP45 se fera en 2013, 70 ans après son invention, car il est l'inspiration de la toute première arme à feu imprimable en 3D, le Liberator. Colt modèle 1855 Revolving Rifle. La pizza ananas des armes à feu. Il y a des choses dans la vie qu'il ne faut jamais mélanger. Par exemple, les différents types d'armes. Prenez le revolver et la carabine. Le premier tire 6 coups à la suite. Le second ne tire qu'au coup par coup, mais dispose d'une grande puissance de feu. Combiner les deux, ça serait génial, non ? Qui de mieux pour relever ce défi que le légendaire Colt, le créateur du revolver moderne. Dans les années 1830, il fait des tests, c'est pas super concluant, les armes s'enrayant facilement. Jusqu'au jour où il présente le Colt modèle 1855 Revolving Carbine. Ça sera le tout premier fusil à répétition utilisé par l'armée américaine. Produit en 3 calibres, pouvant tirer 5 à 6 balles. Et ça va être super efficace. Par exemple dans la bataille de Chickamauga, où le 21e régiment d'infanterie de l'Ohio va mener ce qu'on appellera une des défenses les plus épiques de la guerre de sécession. En sous-nombre armé de 1855, ils vont réussir à repousser les confédérés pendant une journée entière. Mais alors si elles étaient si bien ces carabines, pourquoi on en parle ici ? Déjà, elles sont bruyantes, laissent s'échapper un gaz brûlant à chaque coup. Pire, il y avait de la poudre qui s'échappait, ça pouvait prendre feu, et toutes les cartouches étaient tirées en même temps. C'était des soucis connus avec les revolvers, mais là vous teniez la carabine juste à côté de votre visage. Beaucoup de soldats vont se retrouver brûlés par la détonation, ou blessés par des morceaux de métal. Il a fallu trouver des moyens moins dangereux d'utiliser le 1855, mettre qu'une seule balle dedans, ou porter des gants de protection. Mais la solution la plus commune était de tenir l'arme, comme ça. En fait, les soldats avaient peur de l'utiliser. Dès que c'était possible, on l'échangeait avec autre chose. Environ 4500 Revolving Rifles vont être achetés par l'armée américaine. Tous seront remplacés à la fin de la guerre. Volley Gun. Pourquoi tirer une balle plutôt que 10 ? Pendant la guerre de 100 ans, sur les champs de bataille, vous pouviez voir ça. Des ribodequins. 12 mini-canons alignés qui tirent en même temps pour tout décimer. Non seulement c'était impressionnant, mais c'était aussi super efficace. Léonard de Vinci en fera même sa propre version. Bon, après vous pouviez pas viser avec, et ça mettait des plombes à recharger. Mais ça dissuade les ennemis d'approcher. Cette idée, ça va donner d'autres concepts, comme le Hwasha coréen, la célèbre boîte à mitraille des guerres napoléoniennes, qui donnera plus tard le shrapnel, ou encore la machine infernale et ses 25 canons. Et puis un jour, un type s'est dit, et si on faisait pareil avec les pistolets ? On s'est alors retrouvé avec ce monstre, le Nock Volley Gun. 7 canons. De quoi découper tout ce qui se trouve en face de vous. Le design est plutôt malin, le silex met le feu au canon du milieu, puis l'explosion fait tirer toutes les autres balles. Vous vous en doutez, c'était pas très pratique. Super long à recharger, vu que ça fonctionne à la poudre. Et surtout c'est lourd, 6 kilos, impossible de donner ça à un soldat. Mais la marine britannique s'est dit que ça pouvait être utile en mer, pour faire le ménage avant d'aborder un bateau. Du coup ils vont en commander 500. Un achat vite regretté. Parce que même là, le Nock Gun pose problème. Il est beaucoup trop puissant. Épaules luxées, clavicule brisée, tirer avec, c'était risqué de se briser un os. Ou pire, car parfois certains canons ne tiraient pas. Et là c'est la loterie, Vous ne pouviez pas vraiment savoir lequel était encore chargé. Ça veut dire qu'il faut tirer dans le vent pour vérifier, ou risquer de mettre des doubles doses de poudre, ce qui est ultra dangereux. Ça ne va pas empêcher les nouveaux modèles d'apparaître, comme les pistolets pattes de canard, parfaits contre un groupe d'ennemis. C'est pas complètement nul, vu qu'à l'époque les pistolets étaient des armes secondaires. Au combat, vous tiriez une fois, puis vous vous battiez à l'épée. L'arrivée des fusils à pompe et à répétition vont définitivement ranger ces étrangetés derrière les vitrines des musées. Le Shosha, la pire arme du monde est-elle française ? En France, on produit pas mal d'armes d'excellente qualité, le FRF2 ou le FAMAS par exemple. Mais on est aussi responsable de ça, le revolver Apache. Une sorte d'hybride entre un pistolet, un couteau et un poing américain. C'était utilisé par les mafieux, ça pouvait se replier, donc facile à cacher. Mais il n'y avait pas de sécurité ni de canon, alors c'était impossible de viser. Après, faut reconnaître que c'est stylé.
Par contre, si jamais vous demandez à un Américain quelle est la pire arme du monde, il va sûrement vous parler d'une autre invention française, le Chauchat. De son vrai nom, CSRG 1915. Et croyez-moi, ils sont rancuniers. Forum, vidéo, article, sa réputation est désastreuse. Pourquoi tant de haine? Et surtout, est-ce que c'est mérité? Au départ, le Chauchat est une petite révolution. Pendant la Première Guerre mondiale, la France manque de puissance de feu. Alors ils inventent une arme mobile légère, capable de tirer en rafale des balles destinées au coup par coup. En plus, elle est facile à fabriquer et pas chère. Du coup, la France va en produire 260 000 en 3 ans. C'est non seulement l'arme automatique la plus utilisée de la Première Guerre mondiale, mais c'est aussi le tout premier fusil mitrailleur jamais utilisé par une armée. Alors, c'est vrai qu'elle avait quelques défauts. Si vous tiriez 250 cartouches à la fois, le métal à l'intérieur du canon devenait tellement chaud qu'il se déformait. Ça empêchait le mécanisme d'éjecter les douilles et le fusil se bloquait. Puis, l'arme avait été pensée pour être utilisée à deux. Un qui tire et un qui recharge. C'est pour ça qu'il y a un trou dans le chargeur. Comme ça, celui qui tire pas peut voir combien il reste de balles. Pendant les tests, ça marchait super bien, mais le fusil était utilisé dans les tranchées. Du coup, il y avait souvent de la boue qui rentrait à l'intérieur, ce qui empêchait de tirer. Les chargeurs étaient aussi fragiles et pas parfaitement adaptés. Souvent, on mettait que 16 balles sur les 20 pour éviter qu'elles se bloquent. Aussi, l'arme bougeait énormément. Un recul qui rendait difficile la visée d'une cible. Ok, c'est pas ouf, mais c'est pas suffisant pour en faire la pire arme de tous les temps. On est en 1915 quand même, et c'était une grosse innovation. Alors pourquoi? En fait, ce qui a tué la réputation du Chauchat, c'est les Américains. Quand ils se sont engagés dans la guerre, ils n'étaient pas super bien équipés. Alors ils ont commandé des fusils Chauchat à la France. Sauf que chez eux, ils fabriquent pas les mêmes munitions que nous. Alors pour pas acheter des balles françaises, ils ont demandé une nouvelle version du fusil qui tirait des balles américaines. Et là c'est le drame. Les nouveaux chargeurs étaient faits n'importe comment. Mauvaise dimension, mauvaise conception, à la sortie d'usine, la moitié des fusils étaient simplement inutilisables. Juste impossible de tirer avec. L'autre moitié a été envoyée sur les sites d'entraînement, personne n'en voulait. C'est ça qui a causé sa réputation horrible. Des milliers de soldats américains s'entraînant avec une version pourrie qui s'enraye tout le temps. Pas étonnant que ça ait marqué les esprits. Mais disons-le, l'arme ne mérite pas vraiment ce lynchage. On a d'ailleurs continué à les utiliser un peu partout en Europe, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Des armes vraiment nulles, il y en a des tas. Des designs dangereux, pas aboutis, en retard technologiquement. Peut-être qu'on peut vous en parler dans une prochaine vidéo. Dites-nous si vous êtes chaud en commentaire, quelle a été votre arme favorite dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Allez les amis, ciao!